Donc, l'atelier d'aujourd'hui de nos factories, je vois que les gens commencent à arriver, hein, va concerner l'IA frugale, hein, donc les bons IA, les bons usages, pardon, de l'IA pour atteindre des objectifs qui vont être de plus en plus importants concernant la frugalité et tout ce que ça peut recouvrir. On a aujourd'hui donc deux intervenants pour parler de ces sujets-là. Lund Trunsler, qui est aussi donc un des référents de la factory IA Data, et donc qui va vous parler de la spec AFNOR sur l'IA Frugal à laquelle il a participé dans le groupe de travail. On va vous présenter aussi à la suite le projet Deep Green et la plateforme Eclipse Edge par l'entremise de Pierre Gaillard qui va vous détailler un peu les contenus de ces éléments-là. On va essayer de couvrir tous les aspects en une heure technique et pas technique. Luc, je te laisse la parole, on attaque. Merci Arnaud, je vais reprendre le partage d'écran. Merci. Hop. Eh bien, bonjour à tous. Je vais donc en effet, moi, vous présenter dans cette première partie l'aspect AFNOR sur l'IA Frugal, ou le référentiel général pour l'IA Frugal. Donc, c'est un beau document d'une centaine de pages qu'il faut voir vraiment comme un outil qui va servir deux principales missions. La première mission, c'est de vous donner un outil pour mesurer l'impact environnemental de votre service d'IA. Et la deuxième mission, c'est de vous proposer 31 bonnes pratiques pour justement le réduire, cet impact. Juste avant de rentrer quand même dans le détail de ces méthodes d'évaluation et des bonnes pratiques, je voulais juste rappeler un peu la jeunesse de ce projet. Il y a deux constats. Le premier qui a été fait en tout début d'année, c'est qu'il n'y a pas, voire peu d'entreprises qui conçoivent des IA ou qui utilisent des IA qui communiquent aujourd'hui sur l'impact environnemental. Et on sait, je fais une petite parenthèse, mais on est tous au courant, que l'IA aujourd'hui, ça booste beaucoup, malheureusement, dans le mauvais sens, l'impact du numérique. C'est aujourd'hui un impact qui est aussi gros, voire plus gros que celui de l'aéronautique. Donc l'idée justement de ces bonnes pratiques, c'est de réduire donc cet impact. Mais aussi le deuxième constat, c'est que notamment dans la commande publique, il y a peu aujourd'hui de référentiels sur les méthodes d'évaluation. Donc chacun y va de sa propre méthode et du coup c'est difficile de comparer tout simplement parce qu'il n'y a pas de standard dans la mesure de cet impact. Donc la SPEC vise justement à répondre à ce besoin-là. Et autre sujet, c'est aussi un élément central dans la stratégie nationale pour l'IA, française, qui a démarré du coup pour rappel fin 2017 avec la mission Villani. Il y a eu deux phases, 2018-2022 avec les trois IA. Et là, on est dans la deuxième phase et vous le voyez, je vais le surligner, il y a quatre sujets qui sont piliers dans cette stratégie. Il y a embarqué, on va en parler après avec Pierre. Il y a de confiance, il y a génératif forcément, et il y a frugal. Donc il y a frugal, vraiment la France essaye de se positionner fortement sur ce sujet, essaye même d'être un leader mondial. Et c'est pour ça qu'on a essayé en 6 mois de pondre justement cette spec pour être les premiers à pouvoir proposer quelque chose au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Donc ça a déjà été bien accueilli cet été parce que c'est sorti en juin au niveau européen. Et l'idée, c'est d'aller éventuellement sur une norme. C'est quelque chose qui prendra un peu plus de temps, ça prend jusqu'à 3 ans. L'idée, c'est aussi de l'utiliser cet outil dans le cadre de l'IACT. L'IACT, il y a cet article 40 qui exige auprès des entreprises qui conçoivent des IA de justement justifier les bonnes pratiques qu'elles ont pu mettre en œuvre pour réduire la consommation énergétique donc, de leur IA. Voilà, en France, ça est déployé par l'Agence de la transition écologique. Ça va être mis en place aussi dans la commande publique pour forcer les entreprises à se mettre au diapason. Ça va être aussi intégré dans des outils comme Green Algorithm. Cette spec, du coup, elle a été pilotée par l'AFNOR et l'Ecolab. L'AFNOR, donc, c'est l'association française pour la normalisation qui représente la France au niveau de l'Organisation mondiale de la normalisation. Et l'Ecolab, c'est le laboratoire d'innovation au service de la transition écologique. Donc, c'est une entité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc, je disais ça, c'est donc un document construit en 6 mois, suivant le process très ouvert et transparent de l'AFNOR. Donc, en fait, 30 jours avant de commencer, il y a eu un appel à candidature et tous les experts pouvaient du coup s'inscrire pour venir contribuer à ce rapport. Il y a eu 150 experts venant de l'académique, du privé, du public et de l'associatif. Et j'ai moi-même, du coup, fait partie de ces experts-là. Et le document, on va y rentrer maintenant dans le vif du sujet. Il y a trois parties. Une partie sur la définition pour bien se mettre d'accord sur ce qui est du coup l'IA-Frugal, une bonne fois pour toutes. Une méthodologie du coup de référence pour voilà, faciliter encore une fois la comparaison entre différentes empreintes. Et enfin, 31 bonnes pratiques pour mettre tout ça en œuvre. Je vais lancer le chrono, ouais, je suis dans les temps.
Sur la partie définition, les 150 experts du coup se sont bien entendu basés sur l'existant, donc tout le cycle, tout le socle pardon, bibliographique, que ce soit les ISO, l'IACT. On n'a pas réinventé la roue sur eh bien, les différentes définitions autour de l'IA, des SIA, l'impact environnemental, le cycle de vie, l'effet rebond. Donc on a repris bien entendu l'existant et on s'est focalisé en prenant en compte cette existence sur comment définir vraiment la notion donc d'IA frugale. Et là, on s'est confronté à deux dilemmes. Le premier, c'est comment donc définir la notion de frugalité et quel est le périmètre qu'on souhaite prendre en compte. Est-ce qu'on doit prendre en compte que le SIA, donc le système d'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on doit aussi prendre en compte le service que va rendre ce SIA? Donc sur le premier débat sur la frugalité, eh bien, on s'est mis d'accord pour en fait le définir, de s'appuyer sur l'efficience énergétique, qui est une notion un peu plus connue. L'efficience énergétique, elle va surtout primer du coup sur un modèle d'IA sur la performance, sur les résultats. Par exemple, moi, je veux à tout prix faire 95% de performance, mais voilà, je vais tout faire en termes d'économie de ressources pour y parvenir. Mais par contre, je ne tolérerai pas un 94 ou un 93%. Du coup, la frugalité, elle vient apporter cette souplesse. L'idée, c'est de se dire, OK, si je descends à 93 ou 92%, mais qu'à côté, je réduis de moitié eh bien, l'impact environnemental de mon modèle, alors ben, voilà, c'est quand même un bon compromis qui est intéressant à faire et je n'ai pas trop non plus baissé la performance. Donc voilà, en fait, comment aujourd'hui on définirait la frugalité en s'appuyant du coup sur cette petite notion, cette petite souplesse et comparaison avec l'efficience. Sur le côté du périmètre, en fait, on a pris le parti de plutôt parler de service frugal d'IA et non pas d'IA frugal. Un service frugal d'IA va intégrer plusieurs composantes, 5 composantes au total. On va avoir le SIA, donc qui regroupe du coup toute la partie hardware, que ce soit les data centers principalement, mais aussi pourquoi pas les capteurs qui vont être nécessaires pour collecter de la donnée, la partie algorithmique et la partie data. Et ensuite, on a 4 autres dimensions qu'il faut valider pour pouvoir dire que mon service est un service frugal d'IA. Il faut 2 préconditions à valider. La première, c'est de s'être au moins posé la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA pour faire ce service-là? Deuxième précondition, est-ce que mon service qui va être rendu par mon SIA, il a un impact qui est négatif, ça peut être OK, mais pas trop significatif non plus, sur notamment les 6 objectifs environnementaux de la taxonomie verte. Voilà, faut pas que ça soit trop exagéré. Et ensuite, il y a 2 bonnes pratiques qui conviennent d'appliquer pour que mon service soit vraiment qualifié comme étant un service frugal d'IA, c'est de pouvoir avoir fait une évaluation de l'impact environnemental, donc c'est ce qu'on va voir dans un instant, c'est la deuxième partie du rapport, et que j'ai pu montrer, comme le demande l'article 40 de l'IACT, que j'ai mis en place des bonnes pratiques. Si j'ai si j'ai mis en place toutes ces bonnes pratiques, alors oui, on peut dire que mon service est un service frugal d'IA. Et dernière petite précision, on a fait un distinguo entre 2 types de services frugaux. Ceux qui sont à impact positif global, comme par exemple Open Airline à Toulouse, qui a un service qui vise à accompagner les compagnies aériennes à réduire la consommation en kérosène. Donc, ils ont vraiment un service qui est vertueux pour l'environnement et qui aura certainement un impact global positif, versus ceux qui n'ont pas forcément des vertus pour l'environnement. Par exemple, dans une usine, pour analyser des produits en sortie d'usine pour voir s'ils sont conformes à un rapport, un cahier des charges. Bon, ben là, on va pas forcément, c'est pas forcément vertueux pour l'environnement, mais si j'ai mis en place toutes les bonnes pratiques, il sera quand même frugal, même s'il aura malheureusement un impact global négatif. Donc voilà la définition sur laquelle on s'est entendu. On parlera donc plutôt de service frugalia que d'IA frugal. Sur la partie donc de la méthodo, pour l'évaluation, on va se référer à une notion qui est la notion d'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, c'est tout simplement un référentiel pour pouvoir comparer 2 empreintes de 2 modèles d'IA différents. Et on a proposé 2 unités fonctionnelles, une sur le SIA et une plus globale sur le service frugal d'IA. Pour le SIA, du coup, l'unité fonctionnelle, c'est la mise à disposition pendant un an de ce SIA qui va être sollicité à hauteur de Y requêtes. Donc ça, c'est l'unité fonctionnelle avec laquelle, du coup, on peut comparer eh bien, plusieurs modèles d'IA si on se met d'accord à tous utiliser cette unité fonctionnelle. Du coup, ça nous donne eh bien, cette formule-là. On a pour calculer du coup cette unité fonctionnelle, il faut calculer les coûts des entraînements et les potentiellement coûts des réentraînements. Et derrière, les coûts du coup de ces Y requêtes, hein, les coûts, c'est un coût d'inférence par requête. Alors, je vous montre les formules qui sont derrière. Ne fuyez pas, je vais les expliciter. Ce sont les mêmes, ces formules, c'est des sommes de consommation d'énergie d'équipement et d'empreintes de ces équipements. C'est les mêmes formules pour la partie entraînement, réentraînement et inférence. Et si je la démystifie un peu,
On a une somme. Donc, l'idée, c'est pour chaque équipement, bah, je prends la consommation électrique pendant un an, encore une fois, de cet équipement, que je multiplie par l'impact du mix énergétique qui a été nécessaire pour alimenter cet équipement. Donc, ce ne sera pas le même si c'est alimenté sur du 100% hydraulique ou du 100% solaire ou un mix avec du charbon. Et comme on est beaucoup ben, autour des data centers, forcément avec l'IA, eh ben, on le multiplie également par l'efficacité énergétique du data center. À cela, on va rajouter l'impact environnemental du coup de l'équipement qui a été nécessaire pour ben, le fabriquer, cet équipement. Donc, c'est tout le cycle de vie, c'est l'extraction des minéraux, c'est la fabrication, c'est le transport, c'est la fin de cycle de vie. Je prends une caméra par exemple, et ben voilà, je vais prendre en compte toute l'empreinte du coup environnementale qui a été nécessaire pour créer cette caméra et je vais la multiplier par le temps d'utilisation que j'en ai eu sur toute sa durée de vie. Donc, si elle a une durée de vie de 5 ans mais que je l'utilise que pendant un an là, pour cette unité fonctionnelle, ben, ce sera un cinquième de cette empreinte environnementale totale. Du coup, là, dans cette formule, on couvre bien la consommation d'énergie, l'impact carbone, l'épuisement des ressources naturelles, voilà, minéraux, métaux, mais par contre, on ne prend pas en compte l'impact sur la consommation ou le prélèvement en eau, l'impact hydrique. On a jugé que c'était quand même compliqué aujourd'hui de le mesurer, même s'il devient de plus en plus important. On pourrait demain le rajouter, voilà, c'est le WH là qu'on rajoute dans la consommation et dans la fabrication, mais à date, voilà, il n'y est pas dans le référentiel. C'est la même formule, je vous le disais, donc pour les deux cas. Donc là, on a cette première unité fonctionnelle dans laquelle normalement vous avez toutes les données pour la mesurer. Si on prend les trois tiers, data center, réseau et terminaux, on pourrait dire que là, ben, c'est la partie, en vulgarisant un peu, data center. Et quand on se projette sur la deuxième unité fonctionnelle qui va concerner donc, le service d'IA plus global, on va intégrer dedans, ben, si on le fait correctement, le SIA, mais aussi donc, la partie réseau et la partie du coup terminaux. Donc là, c'est un peu plus complexe à gérer. La partie réseau, imaginez que vous mettez en place un produit qui est hébergé en France, mais que beaucoup de Canadiens vont utiliser de l'autre côté de l'océan. Bon, bah, il peut y avoir un impact sur la partie réseau. Et si derrière, ben, ça nécessite que vos utilisateurs achètent un nouveau téléphone portable, par exemple, pour l'utiliser, il va y avoir aussi des effets du coup indirects, voire des effets rebonds. Voilà pour la méthodologie sur l'évaluation d'impact. Et je vais finir du coup sur les bonnes pratiques. Du coup, il y en a 31 qu'on a du coup construites à partir ben, de l'existant. On n'a pas réinventé la roue, on s'est inspiré du socle bibliographique, mais on a aussi réalisé plusieurs interviews auprès de différents acteurs et chaque acteur nous a du coup fourni plusieurs bonnes pratiques. On en avait 130 au total et qu'on a synthétisé du coup en 31 bonnes pratiques. Et ça, c'est une bonne pratique, donc ça couvre à peu près un tiers du document. Donc, une bonne pratique, elle a un numéro, elle a un titre, favoriser les terminaux utilisateurs salariés existants pour l'entraînement ou l'inférence du service d'IA. Elle a un niveau de gain et d'effort qui va de faible à modéré à élevé. On a positionné chacune des bonnes pratiques sur ben, quand est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cycle de vie. Je reviendrai sur le cycle de vie juste après. Et quel est l'impact qu'il va avoir, cette bonne pratique, à la fois sur l'algorithme, sur la donnée ou sur l'infrastructure. Voilà. Si elle a ou pas un impact, en tout cas, sur un de ces trois domaines du SIA. Une petite description, des bullet points pour bien mettre en œuvre cette bonne pratique, et après, on vous précise d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient du témoignage et ou de la bibliographie, et si elle s'applique à un ou plusieurs secteurs. Donc, 31 bonnes pratiques qui peuvent s'appliquer dans plusieurs étapes du cycle de vie, qui fait 9 étapes. On a la première étape qui est un peu transverse à tous les projets d'IA, qui est la gouvernance des données notamment. Première étape, donc je lance mon projet, c'est l'initialisation, pardon. La partie conception et développement, c'est là où on en a le plus, on en a 26 dans cette partie-là. La partie vérification, validation avant de passer à la phase de déploiement, le déploiement, l'exploitation et le suivi, la validation continue. À un moment, on se pose des questions, est-ce qu'on réévalue tout ça, est-ce qu'on réentraîne le modèle, et à la fin, éventuellement, donc la mise en service. Donc, pour vous illustrer ça, je vais prendre 5 bonnes pratiques que je vais appliquer à un cas d'usage, du coup, qui avait été présenté lors de la présentation de l'ASPEC par Pierre Manger, que j'ai pu reprendre ici, avec son autorisation. Donc, l'exemple qu'on prend, c'est on est dans une entreprise agroalimentaire, on produit du jus de pomme qu'on met dans des bouteilles en verre, et on souhaite qu'à la fin donc, du circuit de production, on ait une caméra qui vienne regarder avec un algorithme de computer vision, donc assez énergivore, si le produit qui sort là, il est conforme à mon cahier des charges. Est-ce que ben, j'ai le bon niveau de liquide, la bonne teinte, la bonne opacité sur le verre, la bonne forme de bouteille, le bon goulot, etc. Donc on y va. On prend du coup nos bonnes pratiques. OK, on est sur la première étape, la gouvernance. Qu'est-ce qu'on propose? On propose plusieurs bonnes pratiques. On va prendre la BP18. La BP18, elle nous encourage
à avoir dans l'entreprise un catalogue sur étagère, voilà, des différents services frugaux d'IA qu'on a déjà mis en place dans l'entreprise ou dans d'autres filiales. Et bien, en effet, là, peut-être qu'on va se dire, ah, tiens, il y a une filiale bon, qui ne fait pas des jus de pommes, mais qui fait d'autres produits, mais qui a mis en place un algorithme aussi de computer vision qu'on pourrait peut-être fine-tuner pour ici le réutiliser et éviter de partir from scratch. OK, c'est un exemple. Initialisation. Donc là, je lance du coup l'initiation. Donc j'ai une BP qui est la BP1, qui est aussi présente dans différentes étapes du cycle. Elle m'encourage, par exemple, dans mon cahier des charges que je vais construire dans cette première étape, à enlever tout le superflu, tout le superficiel. Par exemple, je n'ai peut-être pas besoin d'une caméra qui m'envoie 25 images par seconde. J'ai peut-être besoin d'une caméra qui envoie la moitié, ce qui va peut-être baisser un tout petit peu la performance, mais en termes de ressources, je vais avoir un gain important sur la réduction d'impact. Partie conception et développement, j'ai une note BP, la 3. OK, je suis sur un algorithme de machine learning. Ben, je peux peut-être utiliser des techniques de compression, la quantization, le pruning, la distillation, en regardant bien entendu l'impact que j'aurai sur la compression, parce que la performance, parce que la compression peut réduire éventuellement la performance. Voilà, j'enchaîne pour le temps. Étape et validation. Donc là, l'idée, c'est, par exemple, dans cet exemple, c'est la BP23. La BP23 peut être utilisée aussi dans la conception. Quand je vais réaliser mon modèle d'IA, c'est bien d'anticiper à l'avance la consommation qu'il va avoir. Donc là, il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Et l'idée dans cette étape-là de validation, c'est de voir si mon estimation était correcte. Donc ça peut être des outils comme Code Carbone, TensorFlow Profiler, NVIDIA SMI, mais ça peut être aussi des méthodologies. Par exemple, je vais d'abord entraîner mon modèle d'IA juste sur un échantillon de mon dataset. Je vais regarder l'empreinte que ça a produit. Et après, je vais extrapoler du coup si je l'entraîne sur l'intégralité de mon dataset. Bon, je passe les autres étapes, hop, mais si vous avez compris un peu la logique, je finis juste un dernier exemple. Là, c'est la réévaluation. Je me suis rendu compte, après un an de mise en place de cet algorithme de computer vision, qu'il y avait beaucoup de dérives, hein, beaucoup de dérives. Il y avait des bouteilles qu'on jetait, au final, il ne fallait peut-être pas forcément les jeter. Donc peut-être que ça vaudrait la peine, comme nous dit la BP4, de mettre en place des critères qui pourraient justifier justement un réentraînement de ce modèle pour pallier à ces dérives-là. Mais je pose la question que si je réentraîne, ben, je vais aussi avoir un impact financier, un impact environnementale, est-ce que ça vaut la peine ou pas par rapport aux bouteilles au final que je jette aussi à côté. Donc voilà, 31 bandes pratiques qui sont, là je vous les mets sur une matrix euh, qu'on a voulu positionner sur les rapports gains efforts. Donc en haut à droite, vous avez celles qui vont produire le plus de gains avec le moins d'efforts. La BP1, on aime bien la rappeler, c'est la BP qui dit est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA pour faire ça? Et donc si je dis non, bon ben là, ça ne m'a pas coûté beaucoup d'efforts et par contre le gain il est énorme parce que j'aurai zéro IA et donc zéro impact de l'IA sur mon projet. Ces 31 bonnes pratiques, elles sont réparties à chaque fois, je vous le disais, sur différents leviers, à la fois sur l'algorithme, la data et l'infrastructure. Et elles sont réparties, vous voyez, de cette façon également dans le cycle de vie. Donc, beaucoup, beaucoup de bonnes pratiques, 26, sur la conception et le développement. Et du coup, je vais laisser la parole à Pierre pour enchaîner sur la suite et je vais arrêter mon partage. Merci Luc. Pierre? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Super. Je vais donc partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui, Vous voyez ou pas? oui, oui. Ok, super. Bonjour à tous. Donc, je me présente très rapidement. Donc, je suis Pierre Gaillard. Je travaille au CEA et je coordonne le projet Deep Green, donc, qui est un projet France 2030 pour le développement d'une plateforme logicielle dédiée à l'IA embarquée, donc pour une IA frugale, fiable et donc embarquable. Et on va revenir un petit peu sur tous ces concepts au cours de la présentation. Juste rapidement, hein, les enjeux de l'IA aujourd'hui, on note une véritable transformation en fait de comment on fait l'IA. Aujourd'hui, la majorité des applications, c'est l'IA se passe dans le cloud et on voit apparaître une transformation numérique pour faire donc de l'IA embarquée, c'est-à-dire traiter les données au plus proche des capteurs pour plusieurs raisons. Parce qu'on a des besoins de temps réel et donc évidemment plus on est proche des données, plus on les traite rapidement, mais aussi pour des raisons de sécurité, ça évite d'envoyer des données sur le cloud qu'on maîtrise pas forcément, et puis pour des réductions de coûts, hein, parce que les infrastructures de communication, ça coûte cher, le cloud coûte cher, donc on voit qu'on a plutôt tendance à se recentraliser un peu les calculs, et puis ça devient de toute façon une nécessité à la fois
fois pour passer à l'échelle au niveau de l'IA. Parce que les clouds sont très énergivores. Et puis, c'est pareil, il y a une bande passante qui devient énorme au niveau des data centers. Donc là, voilà, il y avait une étude sur Nature sur les prévisions d'énergie en fonction de la typologie des ressources. Et donc, on voit que les data centers, les networks, la communication des networks, c'est ce qui prend en fait le plus de bandes, le plus d'énergie comparé à la production et des devices ou le calcul en lui-même. Donc, il y a une véritable nécessité, voilà, si on veut faire de l'IA de manière un peu plus optimisée et un peu plus massif, chose vers laquelle quand même on s'oriente, il va falloir embarquer les traitements. Et en effet, c'est de toute façon une tendance de fond avec un marché qui est quand même exponentiel. Et bon, en termes d'IA, tout est exponentiel aujourd'hui, donc faut, faut justement arriver à maîtriser ça, même si, soyons honnêtes, on n'ira jamais vers du tout embarqué, on n'ira jamais, je pense, vers du tout cloud. Donc, c'est un mix, en fait, de solutions qu'on va avoir, mais l'objectif est de pouvoir permettre d'embarquer facilement cette IA. Pour faire ça, il y a des outils en fait qui existent, mais qui répondent pas aux différents besoins. Il y a les plateformes de deep learning traditionnelles, hein, comme TensorFlow, PyTorch, mais qui sont plutôt dédiées pour des applications mobiles. Et puis, on se rend compte finalement, même pour l'IA embarquée, ces solutions sont parfois pas forcément matures. Et puis, dès qu'on va sur l'IA embarquée, on n'a pas forcément accès au code source qui est généré par ces plateformes-là. Idem, sinon on a des outils de compilation, mais qui vont pas permettre de faire des optimisations au niveau des modèles, mais plutôt voilà des optimisations bas niveau liées à des plateformes matérielles visées. Et puis on a aussi tout un ensemble d'outils en fait qui sont proposés par les fournisseurs de composants, mais qui sont là encore une fois dit close source, hein, donc c'est fermé, donc on n'a pas vraiment le contrôle. Et puis ça veut dire que dès qu'on veut changer d'une cible matérielle à une autre, eh bien on va être obligé de refaire un petit peu tout le travail, par exemple d'optimisation et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que dans le cadre de France 2030, il y a le projet Deep Green qui vise à construire une plateforme nationale et européenne dédiée à l'IA embarquée pour répondre à ces besoins d'ouverture et d'intégration, être capable rapidement pour les entreprises de réutiliser des outils et de les adapter pour améliorer cette innovation et la rendre plus rapide. Avec aussi un challenge justement de frugalité et d'efficience. Donc, avoir des techniques à l'état de l'art en termes d'optimisation, et puis être compatible avec des cibles logicielles, des cibles matérielles qui se concentrent vraiment sur la frugalité. Et enfin, le dernier point, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, l'IA embarquée a pour l'instant vocation à être embarqué, à être utilisé dans des applications critiques. On pense évidemment aux véhicules autonomes et à ce genre d'applications. Et donc, il faut que ça soit compatible avec nos régulations, notamment avec les AI Act. Et pour ça, on a besoin de transparence et donc d'avoir une maîtrise complète du code qui est embarqué, d'où cette nécessité d'ouverture et d'open source. Donc le projet Deep Green, c'est un projet de 4 ans. On est aujourd'hui à 18 mois du projet, qui regroupe 18 membres qui ont des compétences très variées. Ça va à la fois des gens qui vont développer le cœur de la plateforme open source. Ça va être des fournisseurs de solutions matérielles qui proposent justement donc des solutions matérielles spécifiques pour l'IA embarquée. Soit des accélérateurs neuronaux, soit des processeurs performants pour l'IA embarquée, soit des processeurs justement
de type FPGA, mais qui respectent des normes de sécurité. Et puis, on va avoir un ensemble d'industriels aussi représentatifs des secteurs clés de l'IA embarqué qui nous proposent des cas d'usage qui vont pouvoir tester la plateforme et développer donc des démonstrateurs qui vont utiliser les fonctionnalités innovantes de la plateforme. Donc, Edge, c'est le nom de la plateforme logicielle que nous sommes en train de construire. C'est une plateforme qui va de la modélisation des réseaux de neurones jusqu'à son déploiement avec un langage approprié à la fois en C++, mais aussi en Python pour permettre à tous les acteurs en fait, de l'IA de s'approprier facilement le code, sachant que les gens qui vont faire de l'embarqué fort vont être en C++, ceux qui vont vont faire de la data science ou de l'ingénierie vont être souvent en Python. Donc voilà, on a ce double langage qui va permettre de faire communiquer plus facilement les différentes équipes qui font de l'IA embarquée. C'est évidemment basé sur une architecture logicielle très modulaire, de manière à avoir pas beaucoup de dépendance. Pour un code qui est embarqué, c'est important d'être le plus léger possible et puis qu'on puisse maintenir et réutiliser les briques logicielles plus facilement. Et donc, c'est une plateforme qui est hébergée par la fondation Eclipse, et qui a cet avantage d'avoir une gouvernance très claire sur comment participer à un projet open source et qui propose une licence qui est complètement adaptée à créer des logiciels propriétaires. Donc, on peut utiliser la plateforme pour créer ses propres produits et services. C'est donc comme je le disais, hein, une plateforme qui va de la modélisation au déploiement, qui va permettre sous la forme de graphes de calcul de gérer des réseaux de neurones de type très variés, donc des réseaux de neurones convolutionnels, récurrents, génératifs avec des GAN ou des modèles attentionnels de type par exemple des VIT. On va avoir, une fois qu'on a importé ce graphe, on va avoir des fonctionnalités faciles de manipulation de ce graphe. Je reviendrai hein, pour le modifier et faire en sorte qu'il soit plus simplement embarquable. Et puis évidemment, on a toutes les fonctions qui vont nous permettre de gérer les données pour gérer des données à la fois des données courantes qui sont utilisées pour des benchmarks d'IA, mais à la fois qui va permettre aux utilisateurs d'intégrer leur propre set de données. Donc je voulais juste donner un petit peu on va dire une flavor de Edge. Hein. Donc c'est assez simple d'utilisation. Hein. Donc là il y a un petit code qui vous montre comment modéliser un réseau de neurones, comment on peut l'importer à partir d'un modèle ONNX, mais on peut très bien aussi le créer from scratch à partir de la plateforme. Et puis on a donc c'est le troisième point, on a des recettes en fait qui vont permettre d'optimiser le modèle. Donc il y a des étapes souvent qu'on fait pour optimiser le modèle, du type la fusionner des opérateurs par exemple, donc la convolution avec un batch norm, et donc on a des recettes toutes faites en fait qui vont permettre de faire ces optimisations qui sont en fait basées sur un système ce qu'on appelle donc de graph matching. C'est une expression, c'est un système d'expression régulière qu'on utilise beaucoup en informatique quand on veut parser un texte, mais ici on a adapté le concept à un graphe de calcul, donc qui est le graphe de calcul qui représente le modèle, et puis après on a toutes les visualisations du modèle une fois qu'il a été optimisé. En termes d'optimisation, donc en effet, une optimisation qui est très courante dans le domaine de l'embarqué, c'est la quantification, donc qui consiste à réduire le nombre de bits utilisés pour les poids des réseaux ou pour les fonctions d'activation. Donc ça, c'est des choses qu'on supporte. Et il y a d'autres techniques, comme des techniques de compression, par exemple, qu'on supporte également. Et qui sont à venir dans la plateforme. On a des outils d'analyse des réseaux. Donc,
pour pouvoir identifier justement les ressources, mémoire, couche par couche ou par ensemble d'opérateurs afin de regarder un petit peu quels peuvent être les goulots d'étranglement quand on veut embarquer le réseau. Et ça, on a aussi des outils. Donc ça, c'est vraiment des travaux en cours et préliminaires, justement pour étudier le cycle de vie d'un réseau. Donc à la fois en termes de manufacturing et à la fois en termes d'usage. Donc c'est le graphique du milieu. Donc je suis désolé, oui, il est peut-être pas très lisible, mais en gros l'idée c'est de pouvoir à partir de modèles d'analyse de cycle de vie, donc de choisir un réseau, de choisir une cible embarquée et de voir l'impact que ça va avoir en termes d'usage et en termes de manufacturing selon différents critères, donc la consommation en eau, l'utilisation des ressources ou, sur le climat. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille, mais justement, le but, c'est de pouvoir encourager, d'avoir ces briques logicielles pour encourager les utilisateurs à se poser la question de quel réseau utiliser, quel cible matériel utiliser, selon les critères qu'on se fixe. Et puis, en termes d'optimisation, il y a plusieurs aspects qui sont importants. Donc, on a parlé évidemment de la confiance. Donc, c'est apporter des approches robustes en fait et de confiance. Donc, typiquement, ajouter des méthodes pour répondre aux attaques adverses, mais aussi et surtout permettre que le modèle en fait puisse continuer, même une fois déployé, à se mettre à jour. Et c'est pour ça qu'on travaille sur des techniques d'apprentissage incrémental. Parce que c'est la voie pour qu'une IA qui est déployée continue à évoluer et à être utilisée. Donc ici, oui, pareil encore, juste pour vous montrer comment ça se passe, l'optimisation. Hein, donc c'est encore là un exemple de script Python. Hein, donc c'est assez facile en fait. Si on veut faire par exemple de la post-training quantization, donc quantifier son réseau de neurones par exemple en 8 bits, alors que c'est par exemple du FP32 à la base, on spécifie le nombre de bits qu'on souhaite et puis on applique une méthode de post-training quantization. Donc c'est une fois que le modèle est entraîné, on vient l'optimiser en lui donnant un jeu de données, puisque ça prend un jeu de données pour faire de la calibration. Et c'est comme ça qu'on peut optimiser à la fois les poids et à la fois les activations du réseau de neurones. Et puis sur cette version de base, on a ajouté différentes options en fait qui vont pouvoir améliorer les performances de ce traitement, puisque typiquement on voit bien, ça c'est l'aspect clipping. Hein. Il y a parfois des poids en fait qui sont distribués de cette manière sur la figure de droite en haut là. Et on voit qu'on n'a pas forcément intérêt à utiliser des bits pour représenter les bords des distributions. Il vaut mieux clipper les distributions, d'avoir moins de résolution avoir pas de résolution dans ces intervalles, de manière à améliorer justement la résolution là où il y a des poids, ce qui permet évidemment d'améliorer les performances. Et typiquement, sur des modèles type ResNet, on est capable, avec des modèles quantifiés sur ImageNet, on est capable de récupérer quasiment tous les points d'accuracy qu'on avait perdus avec une quantification standard. Et donc, aujourd'hui, on développe aussi les méthodes dites de QAT, donc Quantification Aware Training, donc des méthodes qui elles, sont encore plus robustes et qui permettent de moins perdre de précision. Et ça, la quantification est faite durant l'apprentissage. Donc aujourd'hui, dans Edge, on est capable de faire l'apprentissage aussi du réseau de neurones, c'est-à-dire entraîner le modèle pour avoir les bons poids, les bons poids. Et dans la prochaine release, on pourra apprendre cette quantification directement pendant l'apprentissage.
Je parlais aussi donc évidemment de déploiement. Le but, c'est de générer du code. Donc, on a un moteur de génération en fait, hein, qui va permettre de transcrire le modèle de réseau de neurones dans un langage approprié à la cible choisie. Donc, du C, du C++, du CUDA si on est sur par exemple du GPU. Et on va avoir un code qui a l'avantage d'être transparent, donc qui va permettre une maintenance plus simple du code, hein, que si on avait un binaire qui était fourni par un autre outil, et qui va nous permettre de faire une intégration vraiment propre dans les applications. L'autre avantage, c'est d'avoir un outil unifié pour différentes cibles matérielles. Donc aujourd'hui, on est capable d'avoir du GPU, du CPU, des MCU. On traite même certains NPU, hein, donc des accélérateurs neuronaux. Et là, l'objectif de ça, c'est de pouvoir à la fois faire du benchmarking, si on veut. C'est aussi de réduire le temps pour le temps de développement, de manière à passer facilement du proof of concept au final product. Si on a besoin de changer de cible parce que justement on a fait une étude d'impact et on se rend compte qu'on peut changer de cible. Le but, c'est de simplifier un petit peu toute cette démarche. Donc encore une fois, quelques petits screenshots. Donc de comment ça se passe en pratique. Donc il suffit de compiler le modèle suivant la cible choisie et suivant le format de type de données qu'on souhaite, de déclarer ce qu'on appelle un scheduler. Hein. Donc c'est quelque chose qui va ordonnancer tous les calculs sur la cible matérielle qu'on vise. Et puis, une fois qu'on a schedulé toutes les opérations du réseau de neurones, on va pouvoir l'exporter. On va pouvoir l'exporter et l'export, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça va nous fournir un dossier avec à la fois les différents paramètres du réseau, les différentes fonctions de calcul, et puis une fonction qui va justement nous appeler la fonction d'inférence du réseau de neurones. Et une fois qu'on a ce code source, on n'a plus qu'à le compiler et l'intégrer dans son application. Donc on a plusieurs cas d'usage qui sont développés ou en cours de développement. Là, je parle de cas d'usage qui sont déjà développés. Donc, on a c'est un démonstrateur qui va permettre de faire de la localisation en intérieur en utilisant différents types de capteurs. Donc, à la fois des capteurs magnéto-inertiels et à la fois des capteurs de vision. Donc, on est capable l'application va être capable de combiner ces deux types de sensors et avec donc des algorithmes qui sont déployés sur MCU avec la plateforme. Et donc, ce qu'on voit là, c'est avant, par exemple, le tracking visuel était fait par des techniques de traitement de l'image standard. Aujourd'hui, c'est fait avec de l'IA et ça va 2 fois plus vite. 2 fois plus vite, ça veut dire notamment qu'en fait que ça prend beaucoup moins d'énergie et que ça permet de le faire en temps réel directement sur un MCU qui consomme très peu d'énergie et qui permet d'intégrer cette brique logicielle sur une personne qui bouge dans un environnement et qu'on puisse le géolocaliser en temps réel par exemple pour des raisons de sécurité ou ça pourrait être aussi appliqué par exemple sur des objets pour savoir où est-ce qu'ils sont en temps réel. On a travaillé aussi sur des pompes à chaleur, donc pour économiser de l'énergie et savoir quand est-ce qu'il valait mieux, par exemple, chauffer l'eau. On travaille sur des modèles prédictifs qui vont permettre de contrôler et monitorer la pompe à chaleur. Donc ça, c'est des algorithmes, un algorithme incrémental qui va nous permettre aussi de prendre en compte la consommation de la personne et comment elle utilise sa pompe à chaleur.
Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir déployer pareil sur MCU, donc quelque chose qui ne consomme pas beaucoup, des algorithmes d'IA qui permettent de suivre la consommation, de la prédire de manière à contrôler la pompe à chaleur, de manière selon les premières estimations, sauver 15% d'énergie. Enfin, je sais pas trop combien de temps il me reste, mais ce que je peux parler aussi, parce que c'est important en termes justement en termes de frugalité, c'est de pouvoir générer des composants, des nouvelles gammes de composants en fait, qui sont dont la frugalité est au centre. Et donc, la plateforme permet de générer donc ce qui s'appelle un RTL. Hein, donc, c'est le code en fait qui spécifie qui spécifie un composant matériel. Et donc ça, Edge, la plateforme Edge est capable de le faire. Et aujourd'hui, on a développé un ASIC, hein, qui est un composant spécifique pour une application de classification ou de segmentation, par exemple, d'images, qui va permettre de à la fois faire du traitement d'images en haute définition en temps réel. Hein. Donc aujourd'hui, c'est pas le traitement qui est le point limitant. On traite en temps réel. En fait, c'est les images qu'on reçoit des capteurs qui limite vont pas assez vite par rapport au traitement. Et c'est un chip, hein, une architecture matérielle, voilà, qui permet de consommer jusqu'à 1000 fois moins que ce qui est proposé aujourd'hui dans le commerce. Et c'est un circuit, voilà, qui est basé typiquement sur comment fonctionne le cerveau. On fige en fait l'extraction des features d'intérêt dans l'image. Donc ça, c'est figé dans le réseau de neurones. Et puis après, il y a figé dans le hardware. Et après, il y a une étape, elle, qui est plus flexible et qu'on peut réapprendre suivant l'application qu'on fait. Donc voilà, il y a deux étapes. Une étape d'extraction des features et puis après, une étape de classification. Dernier point, on a en fait, il y a le projet Deep Green qui est le projet France 2030, puis on a même d'autres projets en fait qui viennent collaborer autour de la plateforme, notamment un projet européen qui s'appelle NeuroKit 2E, et puis on a de nombreuses collaborations avec les PEPRIA, donc qui font plutôt de la recherche amont et donc qui vont bien intégrer la recherche dans cette plateforme. On travaille évidemment on a travaillé beaucoup avec le programme Confiance AI, justement pour définir toutes les briques de confiance qu'il nous faut intégrer dans la plateforme Edge pour répondre aux enjeux des applications critiques. Et puis on travaille aussi avec des TEF, donc qui sont les Testing Experiment Facility, qui vont permettre à des industriels de type particulièrement service les PME, voilà, pour prendre en main ce genre de nouveautés, de nouvelles plateformes. Donc, je vous invite à regarder ces dispositifs, voilà, qui permettent aux entreprises d'utiliser, de les accompagner en fait dans l'utilisation de ce genre d'outils. Et donc, on a voilà, plus de 40 partenaires de 5 pays qui viennent co-développer ou utiliser la plateforme ou créer des démonstrateurs. Donc n'hésitez pas à suivre le mouvement et à vous renseigner si vous voulez faire de l'IA embarquée dans vos produits ou accompagner des sociétés qui le font.